Yo les potes, ciao tout le monde, c'est Inox13, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo interview en compagnie d'Etienne qui est pilote d'avion de chasse au sein de la marine. Il nous partagera toutes ses expériences, de toutes ses missions, de son métier, de ses études et encore plein d'autres. Si vous voulez le retrouver, tous les liens de ses réseaux sociaux seront en description, ainsi que le lien pour vous rediriger vers Top Pilote. Top Pilote c'est quoi? Et ben en fait c'est les championnats du monde de vol de précision et de combat. Donc si tu es un as du pilotage exclusivement en simulateur, n'hésite pas à rejoindre le lien en description. Donc si cette vidéo te plaît et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Et moi je dis let's go pour la vidéo. Bonjour Étienne, merci d'avoir accepté cette invitation. Et donc, peux-tu te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bonjour, je m'appelle Étienne, donc pilote de chasse dans la marine. Ça fait 15 ans que je suis pilote de chasse et ça fait un peu plus de 20 ans que je suis dans la marine. Voilà, présenter en quelques mots, moi je suis pilote d'avion léger depuis que j'ai 15 ans à peu près. J'ai commencé à voler à 15 ans. J'ai fait des classes prépa, je suis rentré à l'école navale et pour être officier dans la marine. Et puis j'ai eu la chance d'être sélectionné comme pilote, puis comme pilote de chasse. Voilà, et puis aujourd'hui, j'occupe les fonctions de chef des opérations sur la base à Landivisiau en Bretagne, qui est la seule base de chasse pour la Marine nationale. Donc vous êtes pilote de chasse à l'aéronaval, mais ça signifie quoi pour ceux qui ne savent Eh pas bien, l'aéronaval? l'aéronaval, qu'est-ce que c'est? Ce sont, pour la partie avion de chasse, ce sont les Rafales marines qui appontent à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Beaucoup de gens pensent que ce sont les avions de l'armée de l'air qui viennent à bord du porte-avions. Eh bien non, ce sont bien des avions qui appartiennent à la marine qui viennent sur le porte-avions. Voilà, on a un peu plus de 40 Rafales dans la marine nationale et les missions, on les fait à partir du porte-avions depuis la mer. Donc en fait, c'est vraiment indépendant de l'armée de l'air. Oui, c'est complètement indépendant. On est complémentaires avec nos camarades de l'armée de l'air qui, eux, font des opérations depuis la Terre avec donc des Rafales C ou des Rafales B depuis la Terre. Et nous, on a des Rafales M, M comme marine, depuis la mer, depuis le porte-avions. Et donc justement, pour savoir un petit peu, quand vous étiez plus petit, d'où vient cette passion pour l'aviation? Moi, j'ai toujours été passionné par les avions. J'ai toujours regardé les avions voler. Et j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a proposé, quand j'avais 14 ans, soit d'avoir un scooter, soit de me payer quelques leçons de pilotage. J'ai continué à prendre le bus et je suis allé faire des vols voilà, à l'aéroclub. Et ouais, ça a entretenu ma passion. Au départ, je ne connaissais pas grand-chose parce que j'ai pas de militaire, moi, dans ma famille. Je voulais être pilote de ligne. À mon époque, c'était un peu comme en ce moment, ça embauchait pas beaucoup de pilotes de ligne. Donc je me suis reporté vers les armées et c'est pour ça que je suis rentré dans la marine pour devenir pilote militaire. Justement, finalement, quelles sont les missions principales d'un pilote d'avion de chasse au sein de la marine? Au sein de la marine, on a beaucoup de missions avec le Rafale. Les principales qu'on effectue aujourd'hui en opération, sont des opérations d'attaque au sol. Donc on part du porte-avions armé de bombes et on va effectuer des missions de bombardement contre nos ennemis. Mais on a aussi des missions de surveillance. On s'entraîne à faire des missions d'attaque de navires en mer. Et puis évidemment des missions de défense aérienne. Donc défendre le porte-avions et défendre la flotte contre tous les ennemis qui pourraient s'en approcher. Mais donc, comment finalement on devient pilote de chasse? Pilote de chasse dans la marine, il y a deux solutions. Soit directement après le bac, on passe une sélection pour devenir élève officier pilote de l'aéronautique navale, donc EOPAN. Ça, ce sont des sélections qui sont à base de tests psychologiques, médicaux, l'anglais, un peu de sport et des tests de motivation. Une première chose. Et puis, moi, la solution que j'ai prise, c'est de faire des classes préparatoires, de passer le concours de l'école navale pour devenir officier de carrière. Et ensuite, à l'école navale, j'ai été sélectionné pour devenir pilote. Voilà. Donc, c'est les deux grandes branches, soit directement après le bac, soit via une classe prépa pour ensuite rentrer à l'école navale. C'est difficile l'accès à ces écoles, à ces différentes opportunités? Alors, c'est pas difficile parce qu'il suffit, par exemple, pour devenir EOPAN, il suffit d'avoir le bac. Voilà, c'est juste
ce prérequis-là. Pour y aller, il faut juste être prêt dans sa tête. Donc, il y en a certains qui sont prêts dès qu'ils ont 18 ans à le faire. Il y en a qui attendent d'avoir plus de 20 ans. Moi, le conseil que je donne à ceux qui me posent toujours cette question-là, c'est d'aller postuler quand on est prêt. Ça sert à rien d'y aller trop tôt si on ne se sent pas assez mûr, assez prêt pour réussir. Quand on y va, bah, c'est une sélection, donc faut se donner toutes les chances et tous les moyens. Et puis aussi pour casser un petit peu un mythe d'être bon en maths. Alors, il faut l'être modérément, mais pour réussir à être pilote, il vaut mieux être bon en anglais que bon en maths. Parce que si on n'est pas bon en anglais, on peut rien faire. Ouais, non, c'est un critère de sélection. Parce que par exemple, la formation d'un pilote de chasse, il y a une partie de la formation qui se fait aux États-Unis, complètement en immersion dans l'US Navy. Bah, donc il faut savoir parler anglais suffisamment bien pour réussir la formation. Et c'est bien ça l'objectif. Et donc justement, pour vous, quelles sont un peu les qualités d'un bon pilote d'avion de chasse? Alors les qualités, on va dire que c'est d'être capable de se remettre en question parce que c'est pas facile. On va être confronté à un entraînement difficile, donc il faut certes être sûr de soi, mais être capable d'apprendre de ses erreurs. Et puis surtout, il faut être endurant parce que il y a deux choses. Il y a d'abord la formation qui est longue. Hein, quand on parle d'une formation entre l'arrivée dans la marine et être breveté pilote, il faut minimum 3 ans. Et encore là, on n'a presque aucune qualification. Donc après, il faut en compter encore 4 ans de plus. Donc finalement, il faut compter quasiment 7 ans entre l'entrée dans la marine et avoir toutes les qualifications. Donc c'est assez long, donc il faut être endurant. Et après, bah, les missions, elles sont aussi physiques. Hein. Dans un Rafale, c'est assez physique. On peut faire des missions qui sont longues. On peut faire plus de 6 heures de vol en Rafale depuis le porte-avions. Donc voilà, il faut avoir de l'endurance. Il faut être en forme et puis avoir accroché. Et enfin, eh bien, ça se fait depuis le porte-avions. Donc, quand on va sur le porte-avions, on part pour plusieurs mois en mer, loin de sa famille, loin de ses amis. Donc là aussi, il faut être endurant parce qu'il faut résister à cette séparation qui est des fois un petit peu longue. Par exemple, quand on est militaire, il y a différents grades. Est-ce que quand on est pilote d'avion de chasse, il y a aussi différents grades? Ouais, bah, en fait, quand on est pilote dans les armées, dans la marine ou dans l'armée de l'air, on est officier. Donc, on commence, alors dans la marine, c'est enseigne de vaisseau, hein, ça veut dire sous-lieutenant. Puis, on monte en grade en fonction, avec l'avancement de la carrière. Donc, c'est quelque chose qui se fait de façon naturelle. Parallèle de ça, quand on est pilote de chasse, eh bien, il y a des qualifications. Donc, au départ, quand on arrive en unité, on est équipier, c'est-à-dire qu'on va toujours être le numéro 2 d'une patrouille, on va toujours voler avec un leader. Puis on passe sous-chef de patrouille. Donc sous-chef de patrouille, ça veut dire qu'on peut emmener un autre avion et donc un équipier en vol. Et ensuite, on passe chef de patrouille. Et là, on peut amener entre 4 et 6 avions en vol avec soi, en étant le leader de cette patrouille-là. Voilà, donc, et ça, quoi, les grades d'officier montent en parallèle un petit peu de ces qualifications-là. Et justement, comment on est payé lorsqu'on est pilote d'avion de chasse en fonction justement de ce grade? Ouais, c'est en fonction de ce grade, c'est exactement ça. Ben, en fait, c'est comme si on était fonctionnaire, donc il y a une grille de salaire qui est reliée au grade. En fait, en fonction de son grade, eh ben, on est payé, et on est tous payés pareil. Ce qui est un avantage, hein, on sait qu'on est tous payés pareil, hein, qu'on soit un homme, une femme, il n'y a pas de différence, quoi. On a un grade, on est payé comme on doit être payé pour le grade. On est plutôt bien payé ou pas? Bah, oui, alors on gagne moins qu'un pilote de ligne, clairement. Pourquoi? Parce que bah, on est dans la fonction publique, on est des fonctionnaires, on travaille pour l'État, donc l'État n'a pas tout à fait les mêmes moyens qu'une compagnie privée. On est un peu moins bien payé qu'un pilote de ligne, mais on est payé de façon régulière et on est bien payé, on vit bien. Pour un peu comprendre votre métier, donc vous volez à peu près combien de fois par mois? Alors, un pilote de chasse dans la marine vole 200 heures par an, voilà, en moyenne. Ce qui veut dire, quand on vole en avion de chasse, on fait des vols allez, en ce moment, on va dire en rafale, en moyenne 1 heure et quart. Donc 200 heures par an, 1 heure et quart, il y a à peu près le même nombre de jours ouvrables. Donc ça fait finalement quasiment un vol par jour programmé. Alors des fois on ne le réalise pas parce qu'il n'y a pas la météo est pas bonne, mais on fait soit un vol, soit un simulateur par jour en moyenne.
Comment vous étiez lors de votre premier vol en solo dans un avion de chasse? Ah bah c'est assez stressant. Moi j'ai pas commencé par faire du Rafale, j'ai commencé par faire du super étendard. Donc le super étendard, il n'y a pas de biplace, hein, c'est directement un monoplace. Donc on fait 10 séances de simulateur. Puis après, le premier vol, c'est directement en solo, parce qu'on est tout seul. C'est stressant, mais à la fois, on est hyper heureux, parce que bah, on est tout seul tout de suite dans l'avion, et puis on a réussi à faire quelque chose, quoi. C'est vraiment hyper sympa, quoi. Son premier vol en avion de chasse, je pense que c'est complètement inoubliable pour tous les pilotes de chasse. Et avez-vous vu de grosses différences par rapport à quand vous avez commencé et maintenant? Oui, bah aujourd'hui, moi quand j'ai commencé, il y avait beaucoup de super étendards et un peu de Rafale. Aujourd'hui, dans la marine, on a uniquement Rafale. Donc l'avion est beaucoup plus moderne, il peut faire beaucoup plus de choses, il est plus agréable à piloter, hein, il faut quand même se le dire. Et le simulateur qui va avec est beaucoup plus performant. Donc on arrive à faire beaucoup plus de choses avec un Rafale qu'avec un super étendard, évidemment. Et bah, c'est vraiment quelque chose de super. On a un avion qui est de la dernière technologie. Donc c'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est l'avion que tout le monde, je pense que tous les pilotes rêvent de piloter. C'est quand même le Rafale. Donc c'est vraiment une évolution super positive. Et en plus d'avoir uniquement cet avion-là, on sait que tout le monde va faire du Rafale maintenant. Est-ce que c'est difficile, entre guillemets, d'atterrir sur le porte-avions quand on sait que la piste d'atterrissage est vraiment petite? On va voir justement une petite vidéo. Alors, c'est difficile, oui. Ça nécessite un entraînement particulier. Donc ce qu'on fait avant d'aller à l'appontage pour la première fois, on fait ce qu'on appelle des ASSP, donc c'est appontage simulé sur piste. Donc à Landivisiau, par exemple, on a dessiné la piste du porte-avions sur la piste de Landivisiau, et puis on a un miroir d'appontage comme à bord du porte-avions. Et on a des officiers d'appontage, donc des pilotes très expérimentés qui sont sur le bord de piste, qui nous guident et qui nous aident à apponter. Donc c'est un entraînement qu'on fait qui est assez long au départ avant d'arriver sur le porte-avions. Voilà. La grosse différence, c'est par rapport à se poser sur une piste, c'est quand on fait une mission et qu'on revient fatigué, eh bien, à l'appontage, bah, il faut vraiment se remettre en question et donner le meilleur de soi-même pour revenir à bord, parce que c'est jamais gagné, jamais gagné d'avance, parce que des fois il fait pas très beau sur la mer, le porte-avions bouge, et puis on doit prendre un des brins d'arrêt pour s'arrêter. Donc, des fois, bah, on n'y arrive pas et il faut faire plusieurs tentatives avant de revenir à bord du porte-avions. Voilà, donc c'est un vrai challenge, mais c'est ça aussi qui est sympa quand on est pilote de chasse dans l'aéronautique navale, c'est ce challenge-là de l'appontage, quoi. C'est vraiment la cerise sur le gâteau du pilote de chasse. Maintenant, à bord des avions, comme on l'avait un peu dit précédemment, il y a de plus en plus de choses entre guillemets automatisées. Est-ce que c'est pas plus facile maintenant avec toute cette nouvelle technologie, on va dire? Oui, alors c'est plus facile d'apponter aujourd'hui un Rafale qu'un super étendard. Pourquoi? Parce que de façon normale, on a une gestion de la poussée. Donc on a la manette des gaz qui a un automatisme pour garder la bonne incidence. Donc c'est un peu plus facile. Et puis l'avion est plus facile à piloter. Alors, heureusement, ça va dans le bon sens. Mais en France, aujourd'hui, on n'a pas encore de système d'appontage automatique. Les Américains commencent à le faire sur leur porte-avions, mais nous, on n'a pas encore cette technologie-là, pour plein de raisons. Donc, c'est quand même beaucoup de pilotage, encore beaucoup de pilotage à la main, en manuel, pour revenir à bord du porte-avions. Mais en général, avez-vous peur, entre guillemets, du futur avec tout ce qui est, on entend souvent parler des drones? Ouais, les drones, bah, ça va finir par arriver. Donc, c'est en train d'arriver doucement, mais ça va finir par arriver. Moi, je crois que demain, ce sera complémentaire. En fait, il y aura des missions qui seront effectuées par des drones, mais il y aura certainement encore des avions pilotés avec des pilotes dedans, et qu'il y aura un mélange des deux. Donc, il y aura des missions faites pour les drones, des missions faites pour les avions pilotés, puis des missions où on enverra à la fois des drones et des avions pilotés. Donc, moi, ça me fait pas peur. Euh, c'est dans la continuité, c'est dans l'évolution qui va suivre, c'est dans le futur, mais ça me fait pas peur. Je pense que c'est refuser d'y aller, c'est refuser l'avenir, donc c'est pas une bonne solution pour nous. Et est-ce qu'on peut parler maintenant un peu de vos missions, sans donner bien sûr trop de détails? Pouvez-vous
nous parler d'une mission qui vous a marqué? Ouais, j'ai une mission dont je me rappelle bien. C'est une mission que j'ai fait en Libye en 2011. On était en alerte sur le porte-avions. Donc en alerte, ça veut dire j'étais prêt avec mon équipier. On devait être capable d'être catapulté en 30 minutes s'il y avait besoin de nous. Et puis, donc l'alerte est lancée. Donc on part aux avions, on se fait catapulter. Et la seule chose qu'on m'avait donnée pour la mission, c'est une coordonnée géographique et une photo d'un objectif à détruire. En fait, c'était tiré sur des forces de Kadhafi qui voulaient rentrer dans une des dernières villes libyennes. Voilà. Et ils tiraient sur la population civile. Donc il fallait les empêcher. Moi, quand j'arrive avec mon équipier, ben, j'observe ce qui se passe vu du haut, là, au niveau des coordonnées géographiques, et puis ça me paraît bizarre par rapport à ce qu'on m'avait décrit. Et je regarde bien, et en fait, j'analyse que entre le moment où on m'a donné l'ordre et le moment où j'arrive, eh bien, la situation a changé, c'est-à-dire que bah, les forces que je devais détruire ont reculé et sont plus au sud de la position. Et sur la position, bah, c'est des forces que je dois défendre, finalement. Donc, je décide évidemment de ne pas tirer sur l'objectif qu'on m'avait donné, mais d'aller plus au sud et de tirer vraiment sur les forces kadhafistes qui étaient en train de tirer sur les civils. Donc, en vol, j'ai pris cette décision-là et je l'ai reporté. Il y avait un AWACS, donc un avion de contrôle qui me dirigeait ma mission et qui a compris que bah, j'avais une meilleure vue de ce qui se passait et qui finalement m'a donné le contrôle de toute la zone. Et j'ai pu guider les autres chasseurs qui arrivaient derrière moi pour leur donner la vraie situation de ce qui se passait au sol. Voilà. Ensuite, quand je suis rentré à bord du porte-avions, eh bien, j'ai pu expliquer pourquoi j'avais globalement un peu désobéi aux ordres, c'est-à-dire que j'avais pas frappé au bon endroit, mais que j'avais frappé à l'endroit qui me paraît plus judicieux. Et finalement, ben voilà, ça s'est bien passé. Donc, être pilote, c'est donc faire voler son avion, tirer sur l'objectif, mais aussi avoir du recul, regarder ce qui se passe dehors, comprendre la situation au sol, tout ça en continuant de piloter son avion et en gérant son équipier. Et donc c'est ça, en fait, c'est ça le but ultime de son entraînement, d'être capable d'avoir la vision globale du combat. Par rapport à vos missions depuis vos débuts en tant que pilote de chasse, vous avez réalisé à peu près environ combien de missions? De missions de combat, je t'avoue que je ne les ai pas comptées. Ouais, je dois être à plus de 50 missions de combat, plutôt plus proche de 70 certainement. Voilà, j'ai fait des missions de combat en Afghanistan, en Libye, en Irak, en Syrie. Les missions peuvent durer des fois plusieurs heures, mais comment on fait pour manger, pour faire nos besoins et pour faire un peu toutes les choses qu'on est obligé de faire? Ouais, alors moi, mon record personnel, c'est 7h30 de vol en rafale. En effet, ce qu'on fait, bah, c'est qu'on prend une petite sacoche avec une petite bouteille d'eau et puis quelques petits trucs à manger, des petites pâtes de fruits, des petits un peu. Après, chacun amène un peu ce dont il a envie pour s'alimenter un petit peu pendant le vol pour tenir. Et puis pour faire ses besoins, eh bien, on utilise une petite poche et on fait pipi dedans. Voilà, c'est pas très glamour, mais c'est comme ça. Voilà, donc il faut trouver le moment pendant le vol pour pouvoir faire ça. Euh, voilà, donc il faut aussi se préparer à faire ça pour durer. Voilà, quoi, ça fait partie du métier euh, de manger, de boire un coup et de faire pipi avant de revenir à l'appontage surtout. Finalement, comment se passe une journée type en tant que pilote d'avion de chasse? En une journée type, elle est, on va dire, centrée sur le vol qu'on va faire. La veille, le commandant de la flottille signe ce qu'on appelle la feuille des vols, c'est-à-dire qu'il va il valide le planning d'activité de toute la flottille, donc de tous les pilotes de son unité. Donc la veille au soir, on sait à quelle heure on va voler, avec qui et quelle mission on va faire. Voilà. Donc, quelques heures avant le vol, ben, on va préparer le vol. Donc, on va réfléchir à comment on fait la mission. On va aller sur un ordinateur de préparation de mission pour rentrer les paramètres de la mission. Par exemple, si on va faire une navigation basse altitude, on va rentrer le trajet. On va faire comme pour tous les pilotes, préparer son plan de vol, vérifier la météo, ainsi de suite. Après, 1 heure à 1 heure et demie avant le début du vol, eh bien, on va faire le briefing parce qu'on est tous des pilotes de monoplace, mais vu qu'on vole ensemble, eh ben, il faut qu'on se fasse un grand briefing pour avoir le moins de choses à se dire ensuite pendant le vol. On s'équipe,
Voilà, on met ensuite son gilet de combat. Donc, c'est une espèce d'équipement de survie au cas où. On met son pantalon anti-G et on va à l'avion. Ensuite, on fait sa mission. Donc, la mission, elle peut durer, une mission d'entraînement, ça peut être 1 heure et demie. Si c'est un vol, une opération, ça peut durer plusieurs heures, comme on vient de le dire. Et ensuite, bah, après la mission, on rentre et on fait le débriefing. En fonction de la complexité de la mission, bah, le débriefing il peut durer de une demi-heure à jusqu'à plusieurs heures. Voilà. Quand tu as comptabilisé tout ça, ça fait souvent, pour un vol d'entraînement, ça fait déjà presque allez, 6-7 heures facile entre le début de la préparation et la fin du débriefing. En plus de ça, eh bien, le reste du temps de la journée, vu qu'on est tous officiers en tant que pilote, eh bien, on a un travail au sol à effectuer. Il y en a qui préparent l'activité, par exemple, de la journée suivante. Donc, ils vont préparer les entraînements. Il y en a qui vont gérer du personnel parce qu'on est aussi responsable de nos mécaniciens. Il y a un officier qui est responsable de la sécurité des vols, donc il va préparer des briefings sur ce qu'il faut retenir pour la sécurité des vols, préparer les prochains éléments, et ainsi de suite. Voilà. Donc la journée d'un pilote de chasse, c'est assez dense. À l'entraînement, à l'Andivisio, c'est facile de 8 heures à 18 heures, voire 20 heures tous les jours. Donc on se fait des grosses journées tous les jours, hein. Et donc, on va parler un petit peu de la sécurité, des problèmes qu'on peut avoir à bord d'un avion de chasse. Avez-vous déjà eu un gros problème lors d'une mission? Alors moi, personnellement, non. J'ai eu des pannes, je vais toucher du bois, hein, mais personnellement, j'ai eu des pannes, j'ai dû aller me poser parfois en urgence sur un terrain ou un autre, mais ça s'est toujours bien passé. L'expérience que je peux raconter, c'est une fois j'étais en vol en basse altitude en Bretagne. J'étais en super-étendard, donc avec un seul super-étendard, c'est un monoréacteur, hein, donc il n'y a qu'un seul moteur, et j'ai pris un oiseau dans le moteur. Ça devait être un gros oiseau, hein, parce que ça a fait un gros bong. Et je suis allé me poser en urgence à Rennes. Je me souviens, c'était le jour de mon anniversaire. Donc Super. je me suis posé à Rennes. Et puis bah, là, il y avait l'entrée d'air était le métal était complètement déchiré. Les aubes du réacteur étaient retournées. Et donc finalement, on est venu me chercher en camionnette à Rennes. Bon voilà, je suis rentré chez moi un peu tard le jour de mon anniversaire. Et l'avion était bien abîmé. Donc l'avion, on a démonté les ailes et on l'a mis sur un camion et on l'a ramené à Landévisio pour le réparer. Mais là, vous venez de dire que votre avion était un peu bousillé en revenant de ce vol. Vous avez un avion respectif pour chaque pilote ou... Non, on a des avions, on va dire un groupe d'avions et en fonction du cycle de maintenance des avions, eh bien, on a chaque matin, chaque après-midi, des avions sur le parking avec des configurations différentes et en fait, on utilise les avions qui sont disponibles. Ça peut tout le temps changer, vous avez pas, vous avez vraiment Ouais, on n'a pas d'avion à attribuer. attribué, vous C'est ça ta prenez question. Non, celui non. On prend qui... l'avion qui est disponible et qui a la bonne configuration parce que sur un avion de chasse, ben, on peut mettre plus ou moins, par exemple, de bidons sous les ailes. Donc pour augmenter l'autonomie, on met des bidons de carburant sous les ailes. On en met plus ou moins gros. Et en fait, on adapte cette configuration-là à la mission qu'on veut effectuer. On va parler du mur du son, mais dans quel cas justement on peut le dépasser? Alors, on a le droit de le dépasser qu'on s'entraîne dès qu'on est en mer, assez loin des côtes, pour que le bang supersonique ne soit pas entendu par les gens qui habitent. On peut le passer, en France, on a le droit de le passer quand on est très haut en altitude sur des itinéraires particuliers. Et après, ben, on a le droit de le passer si c'est une mission opérationnelle. Je pense que tout le monde se souvient là d'avoir entendu un À bang Paris. des fois à Paris. Voilà. Pourquoi? Parce que c'était une mission opérationnelle, il fallait intercepter un avion. Donc là, ben, on s'autorise à passer supersonique. Donc c'est vraiment dans Voilà, les cas d'urgence-urgence. voilà, c'est ça. Vraiment parce qu'il y a une mission si on le fait au-dessus de la Terre. Sinon, nous, on le fait tous les jours à l'entraînement, mais au-dessus de la mer. Comme ça, au moins, à part les quelques bateaux qui sont sur la mer, personne ne nous entend passer le mur du son. Justement, quand on est sur la terre et qu'on entend ce passage du mur du son, on entend un grand boom. Mais est-ce que, en tant que pilote d'avion de chasse, dans l'avion, on entend aussi fort? Ah, on n'entend rien du tout. C'est-à-dire que c'est complètement transparent et on sent rien du tout non plus. En fait, on voit juste le mètre, on passe à 1, quelque chose et donc on sait qu'on est au-delà de la vitesse du son, mais dans l'avion, il ne se passe absolument rien. On n'entend rien, voilà, il y a rien de particulier.
Donc il faut faire attention, quoi. Faut lire le compteur, quoi, pour être sûr de ne pas passer supersonique. Et on va toujours continuer dans ce thème. On va parler du siège éjectable. Comment on s'entraîne lorsqu'on sait que quand on déclenche ce siège éjectable, on se prend 20 G dans la tête, dans la tronche? Ouais, ben, en fait, on s'entraîne pas vraiment à s'éjecter. On s'entraîne à prendre la décision de s'éjecter s'il y a besoin. Donc ça, on le fait au simulateur. En fait, on fait des missions au simulateur où on nous pousse à prendre la décision de quitter l'avion parce que, bah, par exemple, les deux moteurs sont éteints et on pourra pas rallumer ou redémarrer les réacteurs. Donc, bah, à un moment, il faut prendre la décision de s'éjecter. Mais on fait que ça. On fait que prendre la décision. Donc, on s'entraîne à prendre la décision et à se mettre dans la bonne position pour s'éjecter. Ensuite, on fait autre chose, parce qu'on ne peut pas simuler l'éjection, évidemment, parce que sinon, je pense qu'on aurait un petit peu mal au dos à force de le faire. Par contre, on a un centre d'entraînement qui s'appelle le CESAN. Donc, c'est le centre d'entraînement à la survie et au sauvetage de l'aéronautique navale, qui est aussi en Bretagne, où c'est un centre où on va tous les ans, au moins une journée. Et là, on apprend à arriver sous parachute dans l'eau, à gonfler son canot de sauvetage, à monter dans le canot de sauvetage, à utiliser les équipements de survie. Voilà. Et on refait tout ce cycle-là tous les ans pour être bien entraîné. Par exemple, imaginons que vous êtes dans un endroit un petit peu hostile, si on peut dire ça comme ça. Ça peut être embêtant des fois. Ben, ça peut, oui, parce qu'on peut tomber en territoire ennemi. On fait aussi dans les armées, dans l'armée de l'air et de la marine, un stage pendant la formation où on apprend les techniques pour arriver en territoire hostile, être capable soit de se cacher, soit de se déplacer pour arriver à un point de récupération où des forces amies ou un hélicoptère pourra venir nous chercher. Donc ça aussi, on fait un entraînement de ce type-là où on nous met en forêt seul avec juste notre équipement de survie pendant quelques jours pour apprendre à faire les bonnes procédures de sauvetage. Finalement, vous considérez votre métier comme sécurisé ou non? Ah oui, oui, complètement. En fait, ce qui est bien dans ce métier, c'est que tous les risques, on les a identifiés à l'avance. C'est-à-dire qu'on sait ce qu'on fait, on a calculé les risques à l'avance avant de partir en vol. On a pris des mesures pour limiter tous les risques. Parce que le but du jeu, c'est évidemment de voler et de ramener l'avion tous les jours sur la base ou sur le porte-avions. C'est bien ça l'objectif, hein. Tout est bien calculé, tout est bien préparé, puis on s'entraîne tous les jours à être des pilotes performants, mais surtout des pilotes sûrs. Et il y a beaucoup de métiers, que ce soit dans l'armée de terre, de l'air, où l'on finit notre carrière plutôt tôt. Est-ce le cas lorsqu'on est pilote d'avion de chasse? Alors qu'on est pilote d'avion de chasse, globalement, on va dire, il y a les deux types, hein, comme on en parlait au départ. Il y a ceux qui ont fait EOPAN, donc qui sont officiers sous contrat. Eux font, on va dire, de manière générale, une vingtaine d'années dans la marine. Voilà, donc en gros entre 20 et 40 ans, et puis à partir de 40 ans, quittent les armées pour faire autre chose. Et il y a ceux qui sont passés par l'école navale, comme moi, qui sont des officiers de carrière. Et donc nous, on est plutôt des gens qui allons faire toute notre carrière dans la marine. Il y a les deux, il y a les deux possibilités. C'est encore une fois, il y a le choix, soit de faire une carrière plutôt, on va dire, plutôt courte et une carrière franchement longue. Il n'y a pas un âge auquel c'est terminé, où on arrête de voler. C'est un peu en fonction de ses affectations, de ce qu'on va faire comme métier à côté, qui nous amène. Tu vois, moi là aujourd'hui j'ai 41 ans et je continue. Tu vois, hier j'ai encore fait un vol en rafale. Donc il y a pas vraiment de limite aujourd'hui. Donc c'est un peu au choix de chacun et puis de ce qu'on veut faire. Ceux qui au bout d'un moment bah, ont envie d'aller faire autre chose. Il y en a qui sont pilotes militaires pendant 20 ans et puis après ils vont devenir pilotes de ligne par exemple. Est-ce que lors d'un vol en avion de chasse, est-ce qu'on peut profiter du vol? Est-ce qu'on peut regarder autour de soi, profiter un petit peu de la vue? Parce que ça doit être magique quand même, peut-être pas pour vous à force d'en faire, mais Ah bah si, alors là justement, c'est pas on peut, il faut profiter. C'est des moments magiques, moi je profite toujours. Même si c'est que quelques secondes pendant le vol, c'est quand même c'est toujours
quoi. C'est toujours sympa et c'est ça la passion d'être pilote, c'est de rien que de décoller sous la pluie, dans les nuages, comme ça arrive parfois en Bretagne, et puis passer et trouver le soleil au-dessus des nuages. Voilà, et c'est des petits moments plaisir. Voilà, il y a toujours un moment où il y a du plaisir pendant le vol, quoi. Moi, le plaisir que j'ai eu souvent, c'est de revenir au-dessus du porte-avions et puis de voir le petit porte-avions dans la mer, parce qu'on est très haut au-dessus de lui, et se dire ah, et c'est chouette, je vais aller me poser là-dessus, quoi. Alors, c'est un tout petit bateau dans la mer qui est immense, voilà, et se dire, allez, c'est le challenge, je vais me poser là-dessus. Et ça, c'est les moments, voilà, c'est les moments je veux dire, où on kiffe, hein, vraiment d'être pilote. Donc, c'est pas, on doit profiter de tous les moments qui nous sont donnés de voler. Et donc, pour finir un peu cette interview, que diriez-vous à une personne, que ça soit moi, la personne qui regarde la vidéo ou n'importe quelle personne, que lui diriez-vous s'il a envie de devenir pilote de chasse? J'ai envie de lui dire deux choses. Déjà, pour y aller, il faut être passionné, parce que c'est la passion qui nous nourrit, c'est la passion qui permet de franchir les étapes. Donc, si on n'est pas passionné, ça sert à rien d'y aller. Et puis, par contre, si on est passionné, ben, il faut y aller. C'est-à-dire que les pilotes de chasse ne sont pas des super-héros, pas des Superman. Voilà. Si moi je l'ai fait, euh, celui qui regarde là peut le faire. Il n'y a pas sans aucun problème. C'est juste une question d'aptitude physique au départ, et puis d'envie et évidemment de travail, parce que bah, ça demande du travail d'y arriver, mais il n'y a rien d'impossible. Donc, pour ceux qui regardent, hein, ceux qui ont envie d'y aller, moi je vous dis, allez-y, foncez. Si vous avez la passion, bah, c'est fait pour vous. En gros, faut tenter sa chance. Complètement, parce que sinon, si on tente pas sa chance, on viendra pas vous chercher. Donc il faut y aller. Évidemment, tout le monde ne réussit pas, mais il y en a quand même beaucoup qui réussissent. Ça sert à rien d'être le plus fort au monde, ou il faut pas se dévaloriser. Il faut dire, bah, je tente ma chance, je donne le meilleur de moi-même, et puis je vois ce que ça donne au bout. Et ben, je pense que c'est une très bonne conclusion d'interview. En tout cas, un grand merci à Étienne d'avoir accepté cette invitation et avoir partagé son métier dans cette interview. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, tous les liens de ses réseaux sociaux et de Top Pilote sont en description. N'hésitez pas à les jeter un petit coup d'œil. Et si cette vidéo t'a plu et que c'est pas déjà fait, n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu. Abonnez-vous, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle